Et ce matin, on va parler de recrutement, on va parler d'expérience, on va parler de plusieurs choses. Et j'ai la chance pour en parler d'avoir trois spécialistes du domaine. Je vais juste donner leur nom, les présenter rapidement, puis je vais leur laisser le temps de se présenter par la suite. On va commencer avec Xavier Torrens, qui est président-directeur de chez Torrens Solutions. Bon matin, Xavier. Bon matin. Stéphane Morin, qui est directeur des ventes chez Fox. Bon matin, Stéphane. Bon matin, Stéphane. Je sais que bon matin, c'est un anglicisme, mais je l'aime tellement, mon bon matin, là. Je n'arrive pas à trouver une formule qui va me rentrer et qui va être aussi bonne pour tout le monde. Et on termine avec Mathieu Beaufort, qui est cofondateur et partenaire d'affaires chez Impact. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Stéphane. Je vous laisserai un petit 2 minutes chacun pour vous présenter, en commençant dans le même ordre, là, Xavier, avec toi, là, pour un peu placer pourquoi vous êtes là ce matin, puis qu'est-ce que votre offre de service fait par rapport à l'expérience candidat, qui était la thématique. Puis on va regarder le recrutement au sens un petit peu plus large, là, mais je vous invite, là, en commençant par Xavier, à pouvoir vous présenter. Bonjour, enchanté, Xavier Torrance, président de Torrance Solutions, chasseur de tête. Donc, nous, on aide et on supporte les OBNL à travers le Québec dans leur recrutement. On fait beaucoup de postes de direction générale, mais aussi des postes de DGA ou autres postes de direction de programme dans des OBNL de toute taille. Donc, au niveau de l'expérience candidat, ben, nous, on accompagne beaucoup de CA, mais on accompagne aussi des directions générales au niveau de déterminer quels sont les bons profils, mettre en place les bons outils d'entrevue, de sélection, etc., pour s'assurer de recruter les bonnes personnes, puis d'avoir quelqu'un qui reste à long terme dans l'organisation. Merci, Stéphane. Oui, ben bonjour à tous. En fait, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je représente Fox RH. Fox RH, c'est un système d'information ressources humaines qui comprend, entre autres, un module de recrutement, donc de gestion des candidatures. Donc, c'est tout à fait à propos avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Il y a également tout le volet accueil et intégration, qui en soi, là, si on pense au volet accueil, fait partie de l'expérience candidat. Puis notre promesse du côté de Fox, c'est de soutenir les entreprises québécoises, canadiennes à être plus efficaces au niveau de la gestion RH, à sauver beaucoup de temps. On juge qu'on peut sauver jusqu'à 8 heures par employé par année en temps de gestion. Et on aide à réduire le taux de roulement également. Donc des facteurs qui vont être discutés aujourd'hui. Parfait, Mathieu. Bon matin tout le monde. Mathieu Beaufort, Impact Partenaire d'affaires. En fait, l'entreprise Impact Partenaire d'affaires a été lancée en 2017. On était partenaire stratégique en soutien, en conseil en matière de gestion des ressources humaines. On traite à peu près toutes les facettes en matière de gestion des ressources humaines. On accompagne depuis le temps. La réalité des OBNL nous a collé à la peau. Donc, d'où le partenariat avec Espace OBNL. Ça faisait plein de sens. Évidemment, le sujet de ce matin où on va parler d'attraction, de talent, d'expérience candidat, c'est un sujet qui fait l'objet de conversations avec nos clients, avec nos collègues jour après jour. Donc, ça va être super intéressant ce matin là, de discuter de l'expérience candidat, des offensives de recrutement, puis des enjeux aussi qui en découlent. Donc, merci de vous joindre à nous. Merci, Mathieu. Écoutez, un petit peu de contexte. Je ne sais pas si vous avez écouté les médias, lu ça sur Facebook ou quoi que ce soit, mais ça a l'air, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait un principe de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas pour vous autres, mais il me semble que je l'ai entendu parler. On se rend compte aussi que des fois, on n'engage pas la meilleure personne, on engage la moins pire. Donc, pas la meilleure candidate, candidat, mais celle qui est prête ou celui qui est prêt à prendre le poste en fonction des conditions. Ce qui n'est pas toujours idéal. Euh, Puis des fois, on aimerait ça recruter pour la mission. On aimerait ça des gens qui sont passionnés par la mission avant qu'ils nous parlent de prendre 3 semaines de vacances puis qui veulent un fonds de pension, hein. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est un petit peu une caractéristique du recrutement à nos BNL. On veut augmenter nos bassins d'embauche pour faire des meilleurs choix. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez quand même un certain succès avec vos recrutements, vous recevez certains nombres de candidatures, mais est-ce que vous avez vraiment les candidatures? Puis est-ce que vous seriez capable d'augmenter le volume de candidatures aussi? Puis, dernier élément de contexte que je veux ajouter, puis c'est un élément qui est un peu personnel dans ce que je crois, c'est le changement de langage dans les OBNL. Tu sais, messieurs, vous êtes présentés toutes les trois en parlant de ressources humaines.
chez nous, on parle de moins en moins de ressources humaines, puis on va parler de plus en plus de capital humain. Parce que quand on parle de ressources, c'est souvent c'est quelque chose qu'il faut gérer, diminuer, pas trop dépenser. Fait qu'on est plus dans la gestion de la dépense avec la ressource, puis le capital humain, on est plus dans une notion d'investissement. Fait que le changement de langage, parce qu'entre autres, on a des conseils d'administration, on n'a pas juste des directions générales d'impliquer dans les processus de recrutement. Fait que je trouve que le changement de langage dans le milieu des OBNL est assez important. J'irai avec une première question, messieurs. On va faire un état de situation. Parce que oui, j'ai parlé de pénurie de main-d'œuvre, mais avec tout ce qu'on entend, je regardais encore Lyon hier qui coupe des postes. Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là? Puis, c'est quoi les tendances du marché de l'emploi actuellement en avril 2024? Xavier, je commencerai avec toi parce que c'est ce qu'on faisait avant de rentrer en onde, si on veut dire, là. Vas-y. Puis après ça, je vais vous donner la parole aux deux autres. Oui, ben, en fait, peut-être définir aussi le concept de pénurie de main-d'œuvre ou de plein emploi, là. C'est deux concepts qui sont limitrophes. En fait, c'est la notion qu'on ne peut pas ajouter un nouvel emploi sans créer une inflation au niveau des salaires ou de l'inflation au niveau de Les l'économie conditions. globale. Donc, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Puis, on l'a vu malgré le ralentissement économique, malgré la hausse des taux, le taux de chômage au niveau du Québec reste exceptionnellement bas, historiquement bas, plus bas que des périodes de forte croissance économique au Québec ou au Canada ou dans le reste de l'Amérique. Puis, on regarde dans des mesures où au Québec, c'est extrême notre situation. Notre taux de chômage est plus bas que dans le reste du Canada, mais on voit la même situation au niveau de l'Occident, à peu près dans tous les pays qui composent le G8. Donc, ou le G7 maintenant. Donc, voilà, ça, c'est le premier élément. Maintenant, quand on parle, on a vu beaucoup de mises à pied et pourtant, le taux de chômage a peu ou pas augmenté. Pourquoi? En fait, c'est qu'il y a beaucoup de postes qui étaient vacants. Donc, en plus d'avoir un taux de chômage qui est extrêmement bas, on avait beaucoup de postes vacants. Donc, la réallocation des ressources s'est effectuée de cette façon-là. Donc, les gens qui ont perdu ont pu rapidement se trouver un nouvel emploi, étant donné le taux de postes vacants qui était extrêmement élevé. Il est encore présent, donc on a un taux de chômage qui est bas, un taux de postes vacants qui est encore présent, et en plus de ça, un taux d'activité, ça veut dire tous les gens qui sont disponibles à l'emploi sont en emploi en ce moment. Donc, le taux d'activité est extrêmement élevé également. Donc, ce qui fait que oui, théoriquement, on est encore dans une pénurie de main-d'œuvre. On est peut-être plus dans un concept de plein emploi, mais dès que les taux vont commencer à baisser, vous allez voir l'économie qui va s'emballer de nouveau et on va rapidement retourner dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre assez criant, avec tout ce que ça amène, inflation de salaire, difficulté à recruter, délai au niveau des recrutements, et des fois, pas nécessairement la personne qu'on souhaiterait, mais la personne qui est disponible en poste. Oui, effectivement. Mathieu, tu rajouterais quoi là-dessus? Ben, notre expérience dans les derniers mois, où je suis parfaitement d'accord avec David, là, la réalité est en mouvance, c'est clair, c'est évident. Nos équipes au niveau de l'attraction de talent, par contre, voient depuis les derniers mois, le dernier 6 à 8 mois, un petit peu plus de mouvement dans différents types de postes. On a différents types de postes sous responsabilité dans les OBNL particulièrement. Puis on a une réalité qu'on a séparée en trois. On voit les postes de direction, les postes, on va dire, un peu plus intermédiaires, coordination, des agents de développement, des trucs comme ça. Puis certains postes un peu plus qu'on va dire d'entrée, où on va regarder des qualifications plus, on va dire juniors, si on veut pas, sans que ce soit péjoratif. On a vu dans ces tranches-là, au niveau des postes d'entrée puis au niveau des postes de direction, quand même pas mal de mouvements dans les différentes organisations. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toutes des candidatures idéales. Par contre, on a plus de CV. Puis on fait la comparaison avec la réalité privée aussi, où est-ce qu'on fait du soutien. Il y a eu dans différents mandats énormément de candidatures intéressantes, compétentes. Donc, on a vu dans les derniers 8 mois un mouvement. Lié à quel facteur directement, je pense que c'est difficile à identifier. Par contre, on voyait je voyais des gens tout sourire là, de combler des postes un peu plus rapidement que ce que c'était le cas il y a ne serait-ce que 8 à 12 mois. Donc, on voit un certain mouvement. Mais c'est clair que le phénomène de rareté est toujours là, est toujours à vue de nez, on le voit, là, qui est particulièrement critique. Puis je dirais que les mêmes enjeux qu'on rencontrait avec la même réalité de clientèle, que ce soit en matière de conditions de travail, de responsabilités qui étaient confiées à ces gens-là, bien, quand ils n'étaient pas adressés,
pourvoir ce poste-là, ça demeure autant compliqué que ce l'était. Donc, effectivement, il y a plein de facteurs qui sont internes, mais aussi en lien avec l'écosystème qui vient influencer justement au volume de candidats qu'on reçoit puis la réelle capacité à combler efficacement des postes. Stéphane, Oui, as-tu ben quelque en chose? fait, j'abonde évidemment dans le même sens que Xavier et Mathieu. On parle de plein emploi, des candidats qui bien souvent ont un emploi, donc ils sont à la recherche de meilleures conditions, d'un un environnement plus près de chez eux, etc., plus de flexibilité. Des employeurs qui s'arrachent les candidatures, ce qui amène évidemment une nécessité à être capable d'agir relativement rapidement. Comme le disait Mathieu, on a un grand nombre de CV, mais tout à coup, on est en compétition contre beaucoup d'autres employeurs. On doit aller vite sans aller trop vite. Donc, c'est un challenge. Et d'entrée de jeu, Stéphane mentionnait, on cherche des candidats qui auraient la mission à cœur avant de parler de vacances, de fonds de pension. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas, hein, dans le sens où bien souvent, dans les 5 premières minutes d'une discussion avec un candidat, il va déjà demander le salaire, les avantages sociaux pour ne pas perdre de temps. Donc, disons que ça amène des joyeux challenges qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Oui, puis messieurs, j'ajouterais dans le contexte, surtout principalement pour les OBNL, les 2 derniers mois, ben, le dernier mois et demi, on a eu le budget fédéral et le budget provincial. Puis on s'entend que là-dedans, on n'a pas vu nécessairement de mesure d'indexation des programmes de financement à être présent. Là. Peut-être certains secteurs s'en sauvent, mais il y a d'autres secteurs où l'économie, le 16-18 d'inflation qu'on a vécu depuis 3 ans, ben, on n'aura pas, c'est pas l'argent pour le payer, il ne viendra pas des subventions. Il va devoir venir de d'autres éléments. Puis ce n'est pas toutes les organisations qui vont avoir les moyens de pouvoir vraiment aller dans une bonification des conditions sans nécessairement atteindre des services ou sans faire des sacrifices ailleurs. Ben, d'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations, parce que j'en croise plusieurs là, qui pensent qu'ils sont à mesure d'embaucher sans avoir de l'aide. OK? Ah, on va publier ça sur nos réseaux sociaux, on va publier ça sur notre page Facebook, on va envoyer un courriel à nos membres, puis on devrait trouver. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de dépenses attachées aux éléments de recrutement, il n'y a pas nécessairement d'investissement sur des plateformes, il n'y a pas nécessairement. Fait que, est-ce que, puis un peu pourquoi on devrait aller chercher de l'aide pour payer pour quelque chose qu'on a pas traditionnellement toujours fait à l'interne? Là, je commencerai avec toi, Stéphane, parce que ce bout-là est souvent aussi technologique. Là. Oui, effectivement. Ben, je dirais d'abord, évidemment, c'est pas applicable à tous les niveaux de poste, Ça, c'est mais clair. un peu comme disait Mathieu, tu sais, il y a trois grandes tranches de postes. Euh, il faut prévoir 2 budgets, je dirais. Un budget d'abord de recrutement, d'effort, de commercialisation et d'attraction, et un budget pour le poste en tant que tel. Donc, c'est important maintenant. Pourquoi investir? Pourquoi aller chercher de l'aide? Euh, Ce qui me vient rapidement, c'est que si vous essayez de faire ça par vous-même et que ça ne va pas à la vitesse que vous souhaiteriez, c'est possible là, que ça fonctionne bien. Maintenant, si vous vivez des difficultés, que ça traîne en longueur, ben là vient associé à ça de l'épuisement de certaines ressources à l'interne, parce qu'il ne faut pas oublier que ben, si on a un poste à combler, ben, il y a des responsabilités qui ont été transférées à d'autres collègues. Donc là, tout à coup, ben, on a une charge de travail plus grande. Si ça s'étire dans le temps, il peut y avoir de l'épuisement, de la démobilisation. Il peut y avoir des surcharges également, donc dépendamment de ce que vous offrez à vos employés. Évidemment, on n'est pas dans le secteur ici manufacturier, construction, où il pourrait y avoir du temps et demi, du temps double, mais ça peut entraîner des bonifications, donc du temps supplémentaire, des frais additionnels. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là, finalement, dans le calcul. On peut perdre de l'argent de l'autre côté qui aurait pu être investi en avant. Mathieu, dans vos interventions, pourquoi on va chercher de l'aide? C'est Quels intéressant sont... parce que tu le disais tantôt, tout le monde, on peut penser que, tu sais, par Ouais. des initiatives, puis c'est vrai que les organisations peuvent combler d'eux-mêmes leur poste, puis tant mieux s'ils ils ont toujours
la marque employeur est en appui aux démarches de recrutement, puis ça fonctionne. Souvent, l'appui d'experts vient donner un gain d'efficacité à ces processus-là, généralement parce que ben, ce n'est pas le seul mandat comme celui qui nous occupe chez un OBNL précis qui est actuellement en cours dans l'organisation ou qu'on a accompli dans les dernières années. Ce qui fait en sorte qu'on a constitué ce qu'on appelle un pipeline de talent, un pipeline de talent dans lequel on voit différents candidats. On sait qui souhaite bouger dans les prochains mois. Des fois, il y a des opportunités qui ne se matérialisent pas avec un candidat, mais tout d'un coup, dans une autre organisation, à un moment X, pour telle responsabilité, puis avec telle caractéristique de conditions de travail, ça fonctionnerait. Donc, on a accès, on est essentiellement la machine de recrutement est en cours tout au long de l'année. Donc, essentiellement, il y a des candidatures qui sont on a accès à un bassin généralement beaucoup plus grand et de façon plus efficace. Donc, il y a un gain de temps. Puis aussi, pour faire du pouce sur le point de Stéphane tantôt, c'est vrai que dans certains cas, la démarche est assez proactive pour dire bon, on peut se permettre de prendre le temps de voir entrer les candidatures, puis on sélectionne à travers un bassin X de candidats, puis ça fonctionne, puis tant mieux. Par contre, quand la situation est plus compressée dans le temps, ben, cet élan-là qu'on va chercher de par l'expertise spécialisée puis l'accès à ce pipeline de talent-là, ben, généralement, il est très payant. Donc, on arrive à combler plus efficacement, puis surtout à intégrer rapidement en responsabilité interne le ou la candidate. Donc, ça vient soutenir l'équipe et le développement de l'organisation. Donc, essentiellement, au niveau de l'efficacité, ça en vaut l'investissement. Xavier, je terminerai avec toi. Oui, ben, essentiellement, il y a deux types de départ. Hein. Quand un poste s'ouvre, bon, ça peut être une création de poste, mais si c'est le départ d'un individu, on a un départ planifié, on a un départ non planifié. Euh, un OBNL, par sa définition, généralement, va donner du service. Donc, si on donne du service, on a besoin d'une expertise X pour pouvoir rendre ce service-là. Ah, c'est le côté aussi d'être capable de répondre rapidement aux besoins. Je pense que c'est là que l'avantage du partenaire se trouve. Puis comme mentionnait Stéphane, Mathieu, avant, c'est qu'il y a beaucoup de coûts qui sont indirects. On parle surtout des coûts qui est important, c'est le coût du poste vacant. Parce que pendant que vous avez un poste vacant, ben, cette personne-là ne donne pas le service. Alors, vous avez soit moins de service ou vous surtaxez votre équipe avec tout ce qu'on a expliqué précédemment. Deuxièmement aussi, c'est la perte d'expertise. Alors, ça veut dire si vous recrutez, là, quand on parle de qualité de candidat, on ne va pas faire, on ne veut pas parler de qualité de la personne, mais vraiment qualité de la candidature. Donc, c'est d'aller chercher la bonne personne qui a la bonne expertise. Et le défi est de rejoindre cette personne-là, de l'intéresser, ce qui ne se fait pas nécessairement juste à travers notre réseau. Donc, si on est capable de le faire parce qu'on a un départ qui est planifié, on a du temps, puis on peut le faire, puis le coût, l'impact ne sera pas là pour l'organisation. Mais quand le départ est non planifié, ou des fois, c'est un peu entre les deux. C'est planifié, mais on a un mois de préavis. C'est pas beaucoup pour procéder au recrutement. Ben, c'est là que l'utilisation d'un partenaire prend tout son sens parce qu'il va être capable rapidement, comme disait Mathieu, à travers son pipeline de talent, de vous amener des candidats qui vont avoir l'expertise souhaitée. Puis, si je peux me permettre, Stéphane, Ben, vas-y, ça. d'un point de vue technologique, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on traite avec, par exemple, un recruteur ou une firme en recrutement qui offre ce service-là, ben, évidemment, ils ont les accès, les abonnements à différentes plateformes, qu'on pense à Indeed ou des logiciels de gestion de candidature, puis ils ont la maîtrise de ces outils-là aussi. Euh, Évidemment, si vous êtes un OBNL de grande taille qui doit faire de l'embauche de façon très régulière, vous allez avoir le temps d'en venir à maîtriser ces outils-là. Maintenant, si c'est vraiment fait de façon ponctuelle, quelquefois dans l'année, il y a un temps d'appropriation aussi hein, pour maîtriser à nouveau ces outils-là ou se réabonner. C'est à considérer également. Ah, puis je rajouterais deux choses, si vous permettez, messieurs. La première chose, c'est qu'engager la mauvaise personne coûte beaucoup plus cher qu'avoir Mhm. investi à trouver les bonnes personnes. Puis la deuxième, le deuxième élément que je veux apporter, je pense que certains gestionnaires vont se retrouver, c'est excessivement frustrant de devoir refaire un chèque à ses bailleurs de fonds parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour livrer le programme, là. Puis, tu sais, des organismes la semaine passée qui nous disaient, écoute, on a des carrières emploi d'été, on ne trouve pas, on est obligé de, tu sais, on a 17 postes de financés, puis on a trouvé 7 personnes. On fait quoi pour le restant? Fait que là,
une fois qu'on a épuisé mon oncle, ma tante, puis tous les amis autour, je pense qu'il faut penser à aller chercher de l'aide, puis ça va être un geste qui va être rentable non plus. Puis dans l'idée de ce que j'ai expliqué tantôt, entre ressources humaines et capital humain, il y a l'élément d'investissement. Puis quand il est question de dire, écoute, on n'a pas les moyens de se payer de l'aide, en réalité, c'est est-ce que si on investit à aller chercher de l'aide, on va engager des meilleures personnes qui vont nous permettre de mieux propulser notre mission, puis aussi d'améliorer notre financement à moyen et à long terme, soit en étant plus présent, soit en ayant des qualités spécifiques en recherche de financement, etc., etc. Fait que, l'idée, pas l'idée, mais le refuge que beaucoup d'organismes ont en disant, ben, écoute, on n'a pas les moyens, je pense que dans certains cas, c'est une mauvaise, c'est une erreur de faire ça. Mais d'ailleurs, expérience candidat, c'est quoi ça? Mathieu, je commencerai avec toi, je te vois sourire, là. Ben, il faut quand même revenir à la première question, puis les réponses de mes collègues étaient super pertinentes. On est dans un contexte où le rapport de force, quand on parle de rareté, le rapport de force a quand même a littéralement été inversé. Donc là, à l'époque, on sélectionnait à travers un bassin de candidats, puis l'employeur avait le gros bout du bâton. Aujourd'hui, c'est pas mal l'inverse qui se passe, puis j'imagine que tout le monde peut acquiescer dans ce sens-là. Ça veut dire que d'accorder une importance à l'expérience candidat, ce qui veut dire le vécu à l'intérieur d'un processus de recrutement, par exemple, les interrelations entre des candidats et un recruteur ou encore un gestionnaire à l'intérieur de l'organisation, ces facettes-là sont importantes. Voyez ça comme une expérience où on veut séduire différentes parties prenantes qui ont le choix, ils ont un éventail d'offres d'emploi sur la table. Quand on pense aux gens, bon, je dis toujours à mes collègues, les gens qui ont du talent aujourd'hui, ils travaillent. Donc, faut les convaincre de venir travailler chez nous. Puis ça commence par l'expérience candidat. C'est l'extension littéralement de l'expérience employée. C'est comme ça que ça commence, l'expérience employée. Donc, essentiellement, à travers des communications claires, transparentes, à travers un échange qui génère une dynamique constructive, stimulante pour le candidat, on va être capable de le garder accroché à l'intérieur du processus de sélection, puis commencer à lui faire vivre la mission de votre organisation, le style de vie à l'intérieur de votre équipe. Donc, c'est à travers, je trouve que c'est un investissement dans commencer à convaincre, à travers la volonté de convaincre ce bon candidat-là, mais lui faire vivre une expérience stimulante pour l'attirer, puis l'inciter à venir travailler dans votre organisation. Donc, c'est toutes les facettes qui viennent constituer, qui viennent agrémenter le processus de sélection, je dirais de l'affichage jusqu'au premier moment à l'intérieur de l'organisation. Je laisserai mes collègues continuer avec leur vision de l'expérience candidat. Xavier? Oui, ben en fait, puis je vais faire aussi une passe ensuite, vraiment à Stéphane là-dessus, mais il y a dans l'expérience candidat, il y a aussi des éléments où on veut envoyer une image de sérieux, de structure, d'organisation au niveau du candidat. Ça passe notamment aussi par les systèmes justement de gestion des ressources humaines. Alors, si on a un ATS ou autre système, on reçoit une candidature, les délais entre la réception et la prise de contact vont être extrêmement importants. Et ensuite de ça, les délais au niveau des suivis. Même si on ne sélectionne pas le candidat, on est dans un contexte de rareté, de pénurie, on va peut-être avoir une opportunité pour ce candidat-là à un autre moment donné, où ce candidat-là va parler en bien ou en mal de notre organisation à ses pairs et collègues. Donc, la qualité du suivi, la qualité de l'organisation d'un processus est extrêmement important. Donc, il y a l'ATS, mais il y a aussi tout ce qu'on va utiliser comme outil de sélection. Dans la sélection, souvent, on va baser notre jugement sur une entrevue en pensant qu'on ne se trompe pas, mais je vous annonce, si l'ensemble des humains fait en moyenne dans une entrevue probablement 10 à 15 biais de confirmation ou autres biais, alors, à travers ça, il faut se constituer des bons outils qui vont nous permettre vraiment de faire une sélection qui est davantage factuelle plutôt que basée uniquement sur notre impression, parce qu'il n'y a rien de pire pour un candidat de sentir qu'il a été injustement, comment dire, analysé ou injustement évalué. Donc, il y a beaucoup de composantes, en plus de celles que Mathieu a nommées, qui sont à tenir compte à partir du moment où on reçoit le CV jusqu'à la conclusion, qu'elle soit positive ou négative avec le candidat. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane.
Oui, ben absolument. Puis effectivement, l'expérience employée est à la mode hein, depuis longtemps. C'est l'extension, l'expérience employée de l'expérience candidat. Donc, ça commence effectivement par là. On parle oui, de gestion des candidatures. Je dirais un défi, ou en tout cas un piège, c'est de s'assurer qu'on fait de la personnalisation auprès des candidats. Il n'y a rien de pire pour un candidat que d'avoir l'impression d'être traité par une machine. Évidemment, l'utilisation de technologie, c'est bien, ça vous permet d'être plus rapide, mais il y a quand même de l'intervention humaine qui est nécessaire dans ces étapes-là, justement pour venir mettre la petite touche magique, la petite touche personnelle. Euh, donc, je pense qu'il faut personnaliser justement notre approche pour améliorer nos chances de se démarquer des autres employeurs. Fait que ça, c'est un point que je trouve important. La flexibilité, Mathieu le disait, le pouvoir a été renversé. Aujourd'hui, les candidats ont l'embarras du choix. Évidemment, comme employeur, ben, il faut faire preuve de souplesse, c'est-à-dire, c'est pas rare aujourd'hui qu'on doit passer des entrevues le matin, le midi, le soir, la fin de semaine. Il faut s'ajuster à l'horaire des candidats. Fait que ça, c'est à garder en tête. Et la notion de rayonnement aussi, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du réseautage et du word of mouth. Hein. Tu sais, comme on dit, parlez-en en bien, parlez-en en mal. Là, ben, un candidat qui a vécu une très belle expérience avec vous, même s'il n'a pas été recruté au final, va en parler à des amis, ça c'est certain. Et ça peut donner le goût à des gens de postuler pour votre organisation alors que peut-être qu'ils ne la connaissaient pas. Donc, ça peut vous amener de l'attraction et inversement, un processus qui est bâclé, qui est raté, peut vous nuire également. Donc, je dirais que c'est des points à faire attention. Puis, j'ai juste deux, trois petits points qui ne sont pas nécessairement reliés au capital humain, mais qui sont plus reliés à la vie associative. Un candidat, après ça, devrait peut-être être converti en membre ou en donateur ou en bénévole s'il n'est pas reçu. Donc, il y a une notion aussi qu'il faut prendre en considération, qui est juste la gestion du capital humain au sens large, puis de ne pas nécessairement viser les vases clos. Parce que si on a une personne qui est intéressée à notre organisation, hey, tu es intéressé à venir travailler, écoute, t'as pas eu le poste parfait, mais tu voudrais-tu venir t'impliquer dans notre organisation, puis ainsi de suite, commencer à rapprocher ces gens-là qui vont peut-être être utiles dans une deuxième ou une troisième embauche plus tard par la suite, là. Je pense qu'il faut garder l'idée qu'une fois il y a des gens qui sont sensibles à notre organisation, qu'on a utilisé notre rayonnement pour les amener dans notre infrastructure, il faut les garder, puis après ça, essayer de bien, je dirais pas exploiter, mais que c'est une ressource aussi qui est à bénéficier aussi. Je suis curieux de vous entendre, mais oui, tu Ben, l'as j'allais là-dessus. très bien compléter. Puis ce que je trouve qui est intéressant, ce que tu amènes, c'est que ça accentue l'importance de ne pas juste concentrer toutes nos énergies sur le candidat choisi. Parce que si, par exemple, vous Non, avez c'est la ça. chance d'avoir trois excellents candidats en entrevue finale, puis que évidemment, vous allez en laisser deux de côté, ben, c'est très puissant d'accorder une importance à ces deux-là qui sont laissés de côté parce qu'on ne sait jamais quand ils vont devenir votre numéro un, premièrement, puis ils peuvent devenir des ambassadeurs de l'organisation d'une certaine façon sans qu'on ait nécessairement le contrôle. Donc, tu sais, de refuser un candidat par un petit email plate, c'est pas c'est plus une pratique qui est nécessairement même on voit encore dans certaines offres d'emploi notre grand désarroi que seuls les candidats retenus vont être contactés. C'est pas grand-chose de juste remercier quelqu'un de s'être intéressant à l'organisation en ayant déposé sa candidature. Donc, toutes ces petites facettes-là, ces petits détails-là comptent aujourd'hui. Donc, je tenais à Et renchérir sur ton point, Stéphane. puis, on est en train de te voler le lead de la rencontre. Stéphane, on fait beaucoup d'interventions, mais le sujet est passionnant. Je dirais un élément aussi, bon, on parle d'un grand nombre de CV, on parlait de billets tout à l'heure, on a évidemment des billets comme être humain. C'est sûr qu'un système d'analyse des CV selon justement vos critères va vous permettre de sauver du temps, d'éliminer certains billets humains que vous pourriez avoir basés sur peu importe la nature du billet. Donc, c'est à considérer. Puis un autre élément, je vous dirais,
Nous, dans la pratique, on accompagne, on traite avec des centaines de PME, des milliers de PME québécoises et canadiennes. Puis ce que je peux vous dire, dans toute industrie confondue présentement, ce n'est pas si difficile, particulièrement dans la petite organisation, là, voire moyenne, de se démarquer. Il y a encore aujourd'hui, je dirais, 2 entreprises sur 3 dans leur processus de réception de candidature vont fonctionner à partir d'une adresse courriel. Donc, les candidats vont envoyer leur CV par courriel. Euh, Déjà là, c'est une façon très facile de se démarquer de la compétition là, en allant avec quelque chose de plus intéressant visuellement, puis au niveau de la poche. Écoutez, messieurs, ça va vite. Il est déjà presque 10h10. J'aimerais inviter tout le monde à poser vos questions parce que sinon, on va arriver au bout puis on va avoir toujours plein de choses à dire, mais vous allez peut-être sortir sans qu'on ait répondu à vos questions directement. Fait que je vous invite à le faire. Bon, on va continuer un petit peu cet élément-là. Puis Mathieu, tu as commencé à ouvrir la parenthèse. Je vais te laisser continuer, puis après ça, on va aller à Xavier, là. Une fois que l'embauche est confirmée, c'est quoi les étapes simples mais efficaces du processus d'accueil, surtout dans les petites équipes où tout le monde est bien occupé, puis où nécessairement on se dit, écoute, on va accueillir une nouvelle personne cette année, là, on ne fera pas un guide de l'employé pour une personne, là. Fait que, je suis curieux de vous entendre sur ces éléments-là de processus d'accueil en petite équipe. Ben, en fait, d'abord, de structurer nos pratiques, c'est pas mal gagnant. Parce que, ultimement, une fois que l'embauche est confirmée, là, on se prépare à l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça va venir un peu ébranler l'écosystème. Faut établir c'est quoi nos objectifs là, comme organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Quand on intègre une nouvelle ressource dans son équipe, un nouveau collègue, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme objectif? Donc, les attentes qu'on a envers nos collègues, les gestionnaires et tout ça. Donc, vraiment, de faire en sorte aussi de faire participer le plus de gens possible à travers un processus d'accueil, d'intégration, c'est payant parce que ultimement, ça contribue au début de l'établissement des relations entre collègues. Ça diversifie les messages qui sont envoyés à ces gens-là. Puis à travers tout ça aussi, ça permet à la personne d'interagir avec différentes intervenants à travers son expérience qui débute à travers votre organisation. Donc, c'est important quand même, à travers la préparation de l'arrivée, la première journée, la première semaine, le premier mois, le premier 6 mois, d'établir cette séquence-là de façon assez structurée, parce que chaque message a un moment pour être passé. Il y a des outils qui peuvent venir soutenir ces étapes-là de façon assez simple à intégrer, puis de façon participative. On pense souvent dans les OBNL où on veut faire jouer le rôle à le plus de gens possible dans l'équipe. Donc, ça permet déjà de fidéliser une candidate, un candidat, d'améliorer d'une certaine façon la productivité, puis ça va vous enlever une charge aussi comme gestionnaire de faire participer le plus de gens possible à travers un processus d'intégration. Aussi de participer au transfert de compétences, puis au lancement de différentes initiatives de cohésion d'équipe aussi à travers tout ça. Donc, ces différents éléments qui sont des leviers dans le cadre de l'accueil et de l'intégration qui permettent de rendre le processus d'un convivial, efficace, puis aussi de partager la responsabilité à travers différents collègues. Par contre, comme je le disais d'entrée de jeu, il faut le structurer. Il ne faut pas l'improviser. Xavier, tu rajouterais-tu quelque chose? Oui, ben, c'est toujours bon là, d'avoir déjà une checklist pour avant l'arrivée de l'individu. Création de son dossier employé notamment, s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec le système de paye ou la paye, s'assurer que la personne a le matériel informatique. Hein. Déjà, ça, c'est des choses qu'on peut voir. On n'est pas habitué de recevoir quelqu'un, on n'en reçoit pas souvent dans l'organisation. Ça, c'est vraiment, ça, il ne faut pas l'échapper parce que ça envoie vraiment une mauvaise impression si on n'est pas bien organisé. Ce que Mathieu mentionnait est effectivement très important. Dans un contexte de petite organisation, il faut libérer du temps, puis il faut le planifier, de libérer ce temps-là, parce qu'il va y avoir un processus qu'on dit, si on veut excuser l'anglicisme, du shadowing, où la personne va suivre, tout dépendant de sa fonction. Si on est dans un poste de DG, il va suivre à peu près tous les employés pendant X temps, va devoir comprendre les processus, comprendre les façons de faire, se former sur des éléments spécifiques du poste. Donc, il faut les déterminer à l'avance. On ne peut pas le faire pendant que la personne est là. Il faut quand même avoir, si on n'a pas un manuel de formation bien établi, au moins avoir un plan avec les thèmes qu'on va devoir aborder. Il ne faut pas oublier
que dans l'intégration, c'est souvent là que la plupart des départs se font à l'intérieur des 6 premiers mois. Pensez à l'argent que vous avez investi au coût de votre poste vacant avant. Donc, c'est important de vraiment investir dans cette démarche-là pour s'assurer que si on libère du temps, l'expliquer aux ressources qui vont faire le shadowing pour qu'ils le voient comme un moment important et pas comme une tâche qui se rajoute tout simplement. Donc, vraiment au niveau de l'intégration. Puis, n'oubliez jamais, il y a la notion de retour sur salaire. Ça veut dire que vous embauchez quelqu'un, il ne sera pas productif, il n'y aura pas de retour sur salaire avant les 6 premiers mois. Puis, si vous voulez augmenter ou rapprocher ce retour-là sur salaire, dire un retour sur salaire en OBNL, c'est au niveau du service, expertise développée, etc., la capacité de prendre plus de dossiers, ben, c'est vraiment de miser sur la formation, l'intégration pour que cette personne-là, rapidement, puisse développer de l'autonomie dans son poste. Stéphane, je te garde pour une question qui a été posée, parce que tu as commencé à en parler tantôt, puis là, Catherine repose la question dans l'ordre, là, c'est quoi les étapes une fois qu'on reçoit un CV? Est-ce qu'on appelle tout le monde? Est-ce qu'on envoie un courriel? Tu sais, ça serait quoi une bonne méthodologie de traitement de dossier pour améliorer l'expérience candidat le plus possible? Oui, ben, ce qu'on recommande du côté de Fox, c'est de développer un gabarit d'approche là, ou d'entrevue par titre d'emploi. Donc, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tous les rôles. Donc, déterminez les grandes catégories d'emploi chez vous et bâtissez-vous un processus adapté. Euh, des fois, par exemple, on va voir des entreprises qui vont alourdir leur processus d'embauche, qui vont, par exemple, faire 2 vagues de tests psychométriques, 3 entrevues, puis pendant ce temps-là, ben, le candidat a déjà eu 2 ou 3 offres d'emploi chez les compétiteurs. Donc, c'est à faire attention. Donc, je dirais d'adapter le processus d'entrevue selon le titre d'emploi, d'une part. Je pense que la communication est très importante avec les candidats, puis ça fait partie de l'expérience candidat de communiquer, que ce soit positivement ou négativement. Je pense que c'est Mathieu qui le disait tout à l'heure, mais dorénavant, de ne pas communiquer avec les candidats non retenus, c'est une tendance qui commence à être à contre-courant. Donc, il faut investir cette énergie-là. Oui, ça prend du temps, mais ça peut être payant là, sur le moyen terme. Mais d'ailleurs, parlez-moi des pièges qu'il faut éviter quand il est question d'embaucher, là. C'est quoi les principaux, Xavier? Oui, ben, nous, chez Talent Solutions, on préconise des éléments de sélection qui sont les mêmes pour à peu près tous les candidats, qui sont cohérence du profil, donc le rôle que la personne a exécuté dans le passé, le rôle qu'on va lui demander d'exécuter euh, est assez semblable. Donc, on sait qu'elle est motivée, intéressée, puis qu'elle va trouver un sens à exécuter ce rôle-là. Ensuite de ça, la pertinence. Donc, elle a les compétences clés pour réussir la fonction. Maintenant, si elle les maîtrise tous à 100%, peut-être qu'elle ne restera pas longtemps dans le poste parce qu'elle aura besoin de développer d'autres compétences. Donc, il faut bien évaluer ce niveau-là en fonction du poste. Ensuite, tout l'élément stabilité. Puis ça, en pénurie de main-d'œuvre, des fois, on prend des chances avec des gens qui n'ont pas un cursus stable. Mais dites-vous que souvent, le passé est garant du futur. Donc, la stabilité du profil va aussi nous donner des renseignements sur dans quel type d'environnement la personne n'a pas réussi à rester stable dans l'équipe. Donc, est-ce que faites les parallèles avec votre environnement? Mais également, ça va nous dire aussi que peut-être la personne n'a pas développé 100% ses compétences. Si elle reste moins d'un an, moins d'un an et demi dans un poste, on n'a pas le temps de développer beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, la stabilité est extrêmement importante. Puis, le quatrième, c'est la localisation. Alors, tout dépendant du volume de télétravail que vous donnez, il y a des études scientifiques qui démontrent que si on fait plus d'1 heure de voyagement sur l'aller, sur le retour, notre taux de rétention va être en bas de 12 mois. Alors, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi à l'élément stress qui est associé au transport. Donc, quand on reçoit un CV, c'est quand même une grille composée, donc stabilité, localisation, pertinence, cohérence, ou c'est donc une grille d'analyse préliminaire où on va filtrer l'ensemble de nos CV, puis ça va nous éviter de partir trop loin en processus avec un candidat. C'est du temps perdu, mais également, c'est des risques de faire une embauche qui ne sera pas adéquate. Intéressant. Ah, Mathieu, tu aurais-tu quelque chose à rajouter? Puis Stéphane, Ben, une en question lien dans le avec. chat pour toi. Pardon? Ah, j'ai dit, puis Stéphane, après, on va avoir une question dans le chat pour toi.
Vas-y, En Mathieu, fait, c'est simplement pour en les pièges. complément, parce que je trouve que ce que Xavier a nommé, c'est super précis à propos. Puis justement, ça renchérit l'importance de venir faire cette présélection-là. Puis que l'organisation décide de mener d'elle-même les processus ou non, là. C'est important. Ça va d'un aussi éviter le magasinage, là. Il y a quand même des candidats aujourd'hui qui magasinent, puis ça vous évite de passer, de mobiliser un comité de sélection qui mettrait peut-être en relation des partenaires, des administrateurs pour finalement un candidat qui est en cours de magasinage puis qui est pas là pour les bonnes raisons. Il y a aussi le fait d'ignorer la culture de l'organisation. On dirait de la laisser de côté. On voit dans certains cas en fait, c'est comme si on tentait de faire de façon trop structurée les processus d'embauche. Il faut quand même rester conséquent avec la culture interne. Donc, il y a à travers différentes responsabilités, c'est intéressant les compétences, les caractéristiques. Il faut en prendre, en prendre y porter une attention particulière. C'est les éléments les plus importants, mais il faut quand Mais même Mathieu, Pardon? je trouve ça, vraiment l'idée de la culture, de l'aborder est intéressant, mais est-ce que les clients que tu rencontres sont conscients nécessairement de c'est quoi leur culture? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est véhiculé dans toutes les échelles pour être capable de dire ça va devenir un facteur de recrutement aussi, là? Je pense que c'est une lacune qu'on a là-dessus. Là. Exactement, puis c'est quelque chose qu'on tente d'amener le plus régulièrement possible, puis qui vient parfois un peu, pas dire confronter, pas choquer, mais confronter à certains biais qu'on a. Les gens ne sont pas habitués à prendre acte de ce qui se passe, puis on pose des questions dès le début du mandat sur le vécu, puis des fois les gens nous regardent un peu de façon étrange en disant, ben, c'est quoi le rapport, tu sais, je veux embaucher un agent de développement, tu sais, tu as les responsabilités, la description du poste, affiche, chasse, fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer aussi sur quel genre de fit on veut chercher à travers l'équipe. Parce qu'ultimement, c'est pas, il peut y avoir trois postes de cordeau qui ont des responsabilités à peu près à toute fin pratique similaires, mais qu'ultimement, ils vont être vécus complètement de façon différente dans l'organisation. Puis ultimement, les types de candidatures qu'on va amener à ces trois organisations-là vont être complètement différents. Donc, il faut y concentrer quand même une attention. Puis justement, à travers ça, un dernier piège qu'il faut amener, je pense, c'est, puis tout le monde l'a dit, Stéphane, Xavier, il faut se donner un élan, là. Donc, faut pas prendre trop de temps dans le processus de sélection, puis il ne faut pas trop rester figé avec des vieilles pratiques. Par exemple, il y a encore beaucoup de pratiques chez certains clients qui disent, ben, on va tout faire nos entrevues, on va les présélectionner d'avance, puis ils vont se faire dans 4 semaines. C'est un piège. Il faut être quand même plus flexible que ça aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, les candidatures, les gens de talent travaillent, mais les gens de talent sont sollicités aussi. Donc, si on attend à 3, 4 semaines avant de recruter, avant de rencontrer ces gens-là à l'interne, bien là, nous, de notre côté, quand on travaille avec ces candidats-là, de les garder accrochés à la ligne, c'est pas mal compliqué. Donc, c'est un piège qui est quand même toujours bien en vue là, dans certaines organisations. Faut se doter d'une flexibilité. Stéphane, il y a France qui demande est-ce qu'il existe des ATS gratuits ou à petit prix? Premièrement, je vais te demander de définir c'est quoi ça, ATS, puis après ça, de pouvoir répondre à la question. Oui, puis oui, je vais y répondre. Puis une dernière chose, je vous dirais, c'est de faire attention de ne pas surpromettre et ne pas suffisamment livrer, hein. Des fois, on veut tellement le candidat qu'on va promettre la lune, puis finalement, c'est pas ce qu'on livre. C'est la meilleure façon d'avoir un départ rapide. Des ATS, ben, il y en a un grand nombre. C'est quoi un ATS? C'est un Applicant Tracking System, donc un système de gestion des candidatures. Euh, il y en a un grand nombre. Dans, je dirais, les grands joueurs, on va retrouver par exemple des Lever, des Bullhorn, qui viennent avec des prix quand même prohibitifs. À plus petite échelle, bien évidemment, je vais vanter ma paroisse avec Fox RH. Fox, évidemment, on a un système d'information ressources humaines qui comprend le dossier employé, qui comprend l'accueil et l'intégration, qui comprend également le volet recrutement. Et ça pour 7 par employé par mois. Et on offre des rabais aux organisations, aux OBNL finalement. Ça, je vous invite à communiquer avec nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a également je pense à Zoho Recruit qui a un ATS à plus petite échelle également. Du côté de Fox, dans certains cas, on est en mesure de commercialiser uniquement notre module ATS si vous n'avez pas besoin de tout le reste. Donc, c'est quelque chose qui peut être exploré aussi.
Il y a Daniel qui demande, on dit combien de personnes pour faire une embauche ou une entrevue d'embauche? Moi, je connais déjà votre réponse, vous allez me dire, ça dépend du poste, puis ça dépend du processus, là. Mais mettons, puis je vais aborder un autre sujet complémentaire. Mettons qu'on fait une embauche de direction générale. Direction générale, en général, c'est l'implication du conseil d'administration. Puis là, souvent, on va parler de comité de sélection, puis de processus tenus par des bénévoles qui ont un temps limité, qui des fois s'étalent dans le temps. J'aimerais ça, Mathieu et Xavier, là, qu'on regarde le processus relié aux directions générales pour le simplifier puis le rendre plus efficace. Xavier, je vais commencer avec toi. Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, il y a un comité de sélection qui est composé, qui n'inclut pas tous les membres du CA, mais qui va émettre ses recommandations au niveau des personnes sélectionnées auprès du CA, une fois que le processus est terminé. Pour un processus d'entrevue, c'est bon d'avoir plusieurs personnes. On va le définir en fonction du poste, mais pour un poste de DG, c'est tout dépendant du contexte là, du poste. Mais si on peut avoir le DG sortant à un moment X ou Y dans le processus, ça va être également intéressant. Pas nécessairement qu'il va être dans le comité de Ah, sélection. tu recommandes d'avoir le DG sortant? Je suis surpris parce que des fois, c'est d'avoir un peu la belle-mère Ben, dans en la fait, rencontre, là, ou le beau-père, là, je vais mettre les ouais, deux. ouais. Puis, je vais donner une réponse. Je vais essayer Vas-y. Stéphane en a parlé, a touché mot de ça. On va travailler sur l'art, l'aspect réaliste de l'emploi. Puis, ce qui est OK. important, des fois, le CA, puis par sa nature, bon, ben, il y a des règles de gouvernance où il ne va pas descendre nécessairement dans les opérations. Ces opérations-là vont être tenues par la direction générale, dans les plus gros organismes, par la direction générale, puis le DGA également. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre où on est dans le plan stratégique, à Ouais. quelle étape on est, c'est quoi les enjeux opérationnels qu'on vit, puis de voir aussi c'était quoi la vision de l'ancien DG, où il était rendu, pour que la personne, quand elle prend le poste, elle n'ait pas d'écart entre ce qu'elle percevait de l'emploi et ce qui est la réalité de l'emploi. Parce que c'est souvent là, dans cette perception-là, que le bris peut se faire. Dire, ah, je ne m'attendais pas à ça. Puis à la première tempête, une intention de quitter peut se manifester, versus quand elle sait dans quoi elle s'embarquait, même s'il y a une première tempête, elle va, euh, elle va y rester parce qu'elle a eu l'impression d'avoir tous les éléments rendus à la sélection. Donc, ça, c'est une étape, mais ce n'est pas la première étape. Qu'est-ce qu'on veut valider dans un processus d'entrevue? Dans un premier temps, une première entrevue, ben, c'est pour s'assurer qu'il y a une adéquation entre le profil, le poste qu'on veut pourvoir, etc. Donc, il y a la continuité un peu des discussions préliminaires qu'on a eues à la réception des candidatures. Deuxième entrevue, ben, ça va être davantage justement pour valider le concept de l'art, s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre ce que l'individu perçoit, qui sera sa réalité au niveau du poste, puisque euh, le comité de sélection perçoit que la personne va atteindre les objectifs, attente, réalisation du plan, le 100 premiers jours, etc. Là, j'y vais vraiment très rapidement là, dans les explications. Puis généralement, la troisième rencontre, que moi je suggère toujours, il va être un retour sur le processus, sur les éléments, simplement pour confirmer. Puis pourquoi on fait autant de rencontres, puis on essaie de ne pas trop les espacer, étant donné les réalités qu'on vous a mentionnées, c'est pour briser un peu les biais de perception, les biais de confirmation qu'on a eu en entrevue. C'est à chacune de ces étapes-là, on va ajouter des outils qui vont être différents. Entrevue semi-structurée au départ, mise en situation, panier de gestion à la deuxième entrevue, validation des profils psychométriques, soit à la deuxième ou avant la troisième rencontre, référence. Donc, tous ces outils-là vont nous amener du factuel dans notre processus de sélection pour qu'on base notre décision, pas juste sur des impressions, mais également sur des éléments qui seront communs à l'ensemble des candidats, puis qui vont nous permettre de prédire un peu, si on veut, la performance de l'individu une fois qu'il est en poste. Mathieu, j'aimerais ça répondre à la question de Magali qu'elle a posée. C'est quand on a parlé d'entrevue à fur et à mesure, ben, comment on fait pour, oui, on ne veut pas le perdre, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut comparer le premier du dernier si on s'étale sur 2 semaines, 3 semaines? Puis comment on se dit, ben écoute, lui, il m'intéresse, mais j'en ai peut-être un meilleur qui s'en vient dans 2 semaines. Comment, c'est effectivement, là, traditionnellement, on dit, bon, on fait tout le monde dans la même journée, puis on prend une décision après, là. Explique-nous un petit peu, là, Mathieu, considérant que le temps file, il nous reste 5 minutes, là. Mais ça revient à ce qu'on mentionnait tantôt en lien avec l'agilité, la flexibilité dans le cadre du processus de sélection. C'est sûr que d'avoir une partie prenante complètement dédiée à cette intervention-là, ça aide. Donc, ça aide à avoir des interactions avec les candidats. On disait de mener une bonne présélection au début, ça fait pas c'est un premier contact pertinent, constructif qui est fait.
On sait que, par exemple, dans le cadre de l'intervention, si on veut impliquer telle et telle partie prenante dans un comité de sélection, comme Xavier le mentionnait, c'est super pertinent et puissant. Donc, on va devoir, à un moment donné, identifier des dates puis se rassembler. Puis on va probablement souhaiter qu'il y ait plus qu'un candidat à la fois qui soit là. Donc, l'idée là-dedans est de se créer un échéancier. Ça devient littéralement un projet dans lequel on va générer les interactions qui sont nécessaires entre les candidats pertinents, toujours en adéquation avec les paramètres du poste au fur et à mesure. Puis ça fait en sorte que à travers ça, il n'est pas impossible de peut-être penser à un premier contact avec le comité plus court, en virtuel, par exemple, en une fin de journée, sur l'heure du lunch le matin, faire en sorte qu'il y ait une première interaction, un premier fit qui est évalué, à savoir ben, les premières communications, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer? Puis ultimement, qui va nous mener progressivement vers le vrai comité de sélection qui pourrait se faire en présentiel, par exemple, quelques semaines plus tard, tout en laissant le recruteur là-dedans gérer ces communications-là, tenir le candidat ou les candidats informés. Donc, ça nécessite une bonne part d'agilité. Puis ça revient un peu à la question de base, la première question plutôt, Stéphane, que tu posais sur pourquoi ça peut être intéressant d'avoir un appui d'expertise dans ces démarches-là, parce que, évidemment, on peut juste pas laisser le temps aller puis regarder ça à un moment donné, 3, 4 semaines plus tard, puis faire le fil, puis tout d'un coup convoquer les gens. J'ai une dernière question pour vous, messieurs, avant qu'on quitte. Il y a beaucoup d'OBNL qui ne veulent pas mettre le salaire, puis qui ne veulent pas mettre les détails de la rémunération. Euh, Nous, on reçoit énormément de commentaires de la part de candidats qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas postuler, qui trouvent que c'est un manque de respect de les faire travailler pour quelque chose qu'au final, ça ne les intéressera pas. Vous en pensez quoi par rapport à ça, là? Très rapidement, là, parce qu'il était 29. Stéphane, as-tu quelque chose à nous Oui, alimenter? ben, rapidement, là, je dirais que la tendance est à l'affichage de fourchettes. D'ailleurs, tu sais, le trois quarts des plateformes aujourd'hui sur le marché vont nécessiter de mettre une fourchette. Près de nous, il y a la ville de New York, entre autres, qui exige dorénavant que les employeurs de la ville affichent le salaire dans les offres d'emploi. Au Canada, il y a l'île du Prince-Édouard également qui a passé une loi pour le faire. Puis ce qui vient mettre de la pression derrière ça, c'est évidemment tout le volet équité salariale, réduire la disparité entre le salaire homme-femme. Donc, je dirais que de ne pas le faire, vous allez être à contre-courant, vous allez vous priver de candidats qui, justement, souhaitent la transparence, des candidats intéressants qui auraient probablement postulé sur votre poste. Mathieu, en conclusion, Ben, comme ça. j'ajouterais que aussi, cette transparence-là est critique parce qu'évidemment, vous voulez pas accorder, ben, vous voulez pas que les candidats, justement, qui ont des attentes salariales peut-être plus grandes que ce que vous êtes en mesure d'offrir, ben, perdent du temps à se préparer de façon trop importante. Puis de votre côté, vous allez vous créer des espoirs, vous allez vous monter, vous allez vous raconter des histoires malheureusement puis qui ne pourront pas se matérialiser. Il y a toute cette confiance-là qui s'établit dès l'expérience employée. Rappelez-vous ce qu'on a dit tantôt, là, c'est l'extension de l'expérience employée, pardon, l'expérience candidat. Donc, ultimement, ça démontre toute la proactivité dans la démarche. Puis, ultimement, ben, les gens, on l'a dit tantôt, je l'ai répété, c'est la troisième fois, je pense que les gens de talent travaillent. Donc, de faire préparer un dossier de candidature à quelqu'un que vous n'êtes même pas en mesure de vous payer, entre guillemets, c'est pas évident. Puis à l'inverse, ben, peut-être que ça va inciter des gens qui veulent incarner cette mission-là d'OBNL, peut-être même avec un recul salarial. Si vous l'affichez, ben, ils vont être capables de déjà mesurer quels sacrifices sont prêts à faire au profit de s'investir dans votre mission. Donc, je trouve que c'est payant de le faire. Xavier? Oui, en quelques phrases clés, on pense à notre salaire uniquement quand on est sous-payé. Si on sent qu'on est justement payé, on n'y pense plus, on s'attaque à la mission. Pensez aux perceptions. Si vous cachez le salaire, c'est parce que vous êtes gêné. Le salaire n'est pas assez élevé. Peut-être pas, mais c'est la perception que vous envoyez. Je serais très surpris qu'il y ait quelqu'un qui gagne beaucoup plus bas, qui applique sur votre poste et qui vous demande beaucoup plus haut. De toute façon, vous allez le voir à l'évaluation. Si les demandes sont déraisonnables, elle vient peut-être pour le salaire. Ne la sélectionnez pas. Il n'y a aucun avantage à ne pas afficher le salaire. Messieurs, grand merci ce matin. Votre contribution, je suis sûr que fait avancer un petit peu les processus de recrutement de tous les gens qui vous ont écouté ce matin et ceux qui vont vous écouter dans le futur. Pour ceux qui écoutez, cette capsule-là va être dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite, si vous la réécoutez, vous la transférez à quelqu'un, de pouvoir
donner un petit pouce en l'air pour la présentation. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis on se revoit dans une autre de nos formations ou un autre de vos événements. Passez un bon week-end. Bye bye. Merci, au revoir. Merci. Merci.